Yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente vidéo sur les VPN. Effectivement, sur la dernière vidéo, on a vu comment fonctionnait un VPN. Aujourd'hui, on va voir quel VPN faut-il choisir en 2021. De la même manière que ma vidéo sur les antivirus, cette vidéo est faite en 2021, donc elle peut subir des évolutions dans les années à venir, et si c'est le cas, je ferai une mise à jour chaque année. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que pour déterminer quel VPN il faut choisir, il faut avoir deux choses en tête. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est un protocole VPN, et c'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Deuxièmement, il faut déterminer la manière dont vous allez utiliser Internet. Cette question peut paraître bête, mais elle est pourtant cruciale. Monsieur tout le monde qui utilise un VPN n'a pas les mêmes besoins qu'une entreprise qui pourrait utiliser elle aussi un VPN, donc nécessairement ils vont pas s'orienter vers la même offre. De la même manière, un streamer qui donc diffuse ses parties sur internet ne va pas rechercher chez un VPN les mêmes performances que quelqu'un qui va simplement utiliser un VPN pour aller sur des sites et contourner la censure. Donc voilà, fini de blablater, on passe au cœur de la vidéo. Le but ici, c'est de présenter de manière simple les différents protocoles VPN qui existent afin que vous les compreniez. Comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente sur le fonctionnement des VPN, le principal apport du VPN, c'est qu'il va créer un canal crypté entre son serveur de nom et votre PC, de sorte que les informations ne puissent pas être lues même si elles sont piratées. Ce cryptage des informations est rendu possible par un protocole utilisé par le VPN. Il existe un grand nombre de protocoles VPN, mais aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur les 6 protocoles principaux qu'on retrouve le plus souvent chez les éditeurs de VPN. Le but ici ne va pas être de rentrer dans les spécificités techniques de chaque protocole, mais plutôt de présenter ses caractéristiques de manière simple. Le premier protocole, c'est le protocole PPTP. Alors ce protocole, c'est le protocole le plus ancien, ça ne vaut même pas le coup de rentrer dans le détail tellement il est hors course aujourd'hui. La sécurité de ce protocole et donc le chiffrement de vos données est médiocre sans qu'il soit besoin d'en dire plus. Allez hop, ça c'est fait, on passe au suivant. Le deuxième protocole, c'est le protocole SSTP. Avant tout, ce protocole n'est utilisable que sur Windows, donc si on a un Mac qui tourne sur macOS, eh ben on oublie. C'est un protocole qui contourne bien les pare-feux. Alors quand on parle de contournement de pare-feu, on parle par exemple du fait que dans les entreprises ou dans les établissements scolaires, il existe des pare-feux pour éviter que les salariés ou les étudiants aillent visiter certains sites comme les réseaux sociaux. Dans ce cas, un VPN qui utilise ce protocole va permettre de contourner ce pare-feu et vous permettre d'accéder au site que vous voulez. Concernant la vitesse de ce protocole, elle est bonne. Ça veut dire qu'il ne réduit pas ou très peu la bande passante. Donc si vous avez une offre avec 100 mégas de fibre, vous pouvez espérer utiliser 95 à 97 mégas en passant par le VPN. Concernant le cryptage des données de ce protocole, il est plutôt très correct, mais il est loin d'être le meilleur. Donc clairement, si on veut s'orienter vers un VPN, il faut s'orienter vers un VPN qui n'utilise pas ce protocole. Troisième protocole, c'est le protocole L2TP IPsec. Ici, en fait, on est face à deux protocoles qui fonctionnent ensemble. Le protocole L2TP n'offre en tant que tel aucune sécurité. C'est la raison pour laquelle il est associé à un autre protocole, IPsec. Le niveau de cryptage des données d'IPsec est plutôt très bon. Pendant longtemps, ça a été une référence. Néanmoins, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, ce protocole est un petit peu dépassé. Concernant la vitesse, là encore, c'est un très bon protocole puisque vous pourrez quasiment bénéficier de l'intégralité de votre bande passante et il est compatible sous macOS et sous Windows. Néanmoins, il y a quand même deux points négatifs à utiliser ce type de protocole. Premièrement, il a du mal à contourner certains pare-feux. Et deuxièmement, depuis l'affaire Edward Snowden, il apparaît que ce type de protocole a déjà été piraté par la NSA et donc les agences de renseignement seraient capables de déchiffrer les données qui transitent par ce type de protocole. Donc d'un point de vue sécurité des données personnelles et respect de la vie privée, c'est pas top. Quatrièmement, on trouve le protocole IKE EV2. Alors c'est un nom qui est un petit peu barbare, je sais, mais c'est un protocole qui est basé sur la structure d'IPsec et c'est parmi les protocoles les plus récents et les plus avancés du marché en termes de cryptage de données. Il est idéal et particulièrement optimisé pour les appareils mobiles. Il a été développé conjointement par Cisco et Microsoft. Il contourne les pare-feux sans aucun souci, la vitesse est excellente, bref c'est l'un des protocoles leaders aujourd'hui. Cinquièmement, on retrouve le fameux protocole OpenVPN. Alors OpenVPN, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le protocole de référence. Le niveau de chiffrement utilisé est parmi les plus élevés, donc en termes de sécurité, il est excellent. Il contourne les pare-feux sans aucun problème. En termes de vitesse, là encore, il est très bon. Il est compatible sous Windows, sous macOS et même Linux. Et ce qu'il faut notamment savoir, c'est qu'OpenVPN est en réalité un protocole qui est open source. Alors qu'est-ce que c'est qu'un protocole qui est open source ou même un logiciel open source? Parce qu'en fait, c'est un terme qu'on retrouve assez souvent et que la plupart des gens ne comprennent pas. Ça veut tout simplement dire que
le code source du protocole, donc ce qui lui a permis de naître tout simplement, est disponible en libre accès, il n'a pas été breveté. Et les éditeurs peuvent ainsi s'en servir et le personnaliser en y ajoutant encore plus de sécurité, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Enfin, le sixième et dernier protocole, c'est WireGuard. Alors, c'est le protocole le plus récent, il est sorti en 2020. L'ambition à la base, c'était de fournir une protection encore plus importante qu'OpenVPN, tout en étant plus léger. 4000 lignes de code ont suffi à coder ce protocole, alors que pour OpenVPN, il en a fallu plus de 100 000. WireGuard est donc censé être plus sécurisé et plus rapide que son prédécesseur OpenVPN. Là encore, c'est un protocole open source compatible avec Windows, macOS, Linux, Android, etc. Qui d'un point de vue du cryptage des données, on n'a rien à lui reprocher puisqu'il est très sécurisé, on peut pas en dire autant concernant la sécurité des données personnelles et le respect de la vie privée. En effet, quand vous utilisez un VPN et que vous vous connectez à celui-ci, en réalité, ce qui va se passer, c'est que ce VPN va vous attribuer une adresse IP qui est dite dynamique, c'est-à-dire qu'elle va changer à chaque fois que vous vous reconnectez au VPN. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette adresse IP dynamique, c'est pas l'adresse IP qu'on choisit quand on se connecte au VPN. C'est-à-dire que le VPN permet de modifier son adresse IP. Là, on parle pas de la même chose. On parle du fait que quand vous vous connectez à un VPN, et quel qu'il soit, ce VPN va vous attribuer une adresse IP dynamique. C'est une adresse IP que le logiciel vous attribue, entre guillemets, pour savoir que vous utilisez le VPN, justement, mais vous le voyez pas. Et le souci, c'est que WireGuard exige que chaque appareil du réseau reçoive une adresse IP fixe, et donc qui n'est pas dynamique. Ce qui veut dire que la clé de cryptage de chaque appareil est liée à cette adresse IP qui ne bouge jamais. Alors certes, cette procédure permet de réduire considérablement la complexité et le temps de traitement des données, et donc ça veut dire que si vous avez un appareil qui se connecte à un VPN qui lui-même utilise le protocole WireGuard, ça veut dire que lorsque cet appareil va se connecter au VPN, il aura toujours la même adresse IP puisqu'elle est statique et non pas dynamique, et par conséquent, la clé de cryptage de vos données qui est associée à cette adresse IP va toujours rester identique. Alors certes, vis-à-vis des pirates informatiques, il n'y a pas de souci puisque en fait, le fait que la clé de cryptage soit associée à une adresse IP unique, ça ne compromet en rien la sécurité de vos données. En revanche, ça permet à l'éditeur du VPN de reconnaître l'appareil sur lequel vous vous connectez, de connaître vos temps de connexion, la manière dont vous utilisez Internet et un tas de choses. Donc vous comprenez bien qu'en termes de sécurité des données personnelles et le respect de la vie privée, c'est pas top, puisque forcément, si quelqu'un, ou du moins un éditeur, sait sur quel type d'appareil vous vous connectez, sait combien de temps à Internet vous vous connectez, sait à quel moment de la journée vous vous connectez, et bah je peux vous assurer que à la fin, il va réussir à trouver votre nom, votre prénom et un tas de données sur vous. Finalement, on utilise un VPN pour être anonyme, mais finalement, on n'est plus du tout anonyme vis-à-vis de l'éditeur. Donc, quelque part, moi personnellement, quand je recherche à être anonyme, je cherche à l'être vis-à-vis de tout le monde. Donc, si vis-à-vis des pirates informatiques, vous n'avez pas de souci à vous faire en termes de cryptage des données, puisque ce protocole est très solide, clairement, vis-à-vis de l'éditeur qui va utiliser ce protocole pour commercialiser son VPN, là, vous avez des soucis à vous faire, parce que clairement, il va avoir un certain nombre de données sur vous. Après, je sais que c'est pas non plus la mort, on peut très bien avoir des données sans les utiliser. Mais aujourd'hui, on ne fera pas croire qu'on collecte des données en 2021 sans avoir pour but de les utiliser derrière, c'est impossible. Aujourd'hui, les données sont un lot d'informations hyper important, que ce soit pour les sociétés privées, les sociétés publiques, les États, les organisations intergouvernementales, bref, tout le monde veut les données de tout le monde, encore une fois, c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui. Et je suis bien conscient que monsieur tout le monde, lui, n'a pas conscience de ça, mais moi je travaille dans ce secteur et je peux vous garantir que les données aujourd'hui, il vaut mieux se faire voler son portefeuille que ces données, hein, clairement, je vous le dis. Parce qu'avec vos données, on peut faire largement pire et avoir un impact sur votre vie qui est largement plus important que le simple fait de se faire voler son portefeuille, quand bien même ça fait pas plaisir, je suis d'accord. Alors, quel VPN choisir? Déjà, avant toute chose, il y a 3 choses à savoir avant qu'on en parle. Premièrement, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je n'ai pas été payé par aucune des marques pour parler des VPN que je vais présenter. Je me base simplement sur des tests qui ont été réalisés par différents sites spécialisés, notamment dans l'informatique et la cybersécurité. J'ai simplement fait la synthèse de tous ces tests et vous trouverez bien sûr toutes les sources en barre de description. Deuxièmement, dans cette vidéo, je vais pas parler des VPN gratuits car tout simplement c'est de la merde, donc il n'y a même pas besoin de s'attarder dessus. Si quelqu'un vous fait croire qu'un VPN gratuit est performant, c'est un mensonge, donc je vois pas l'intérêt d'en parler. Troisièmement, concernant le prix des différents VPN que je vais présenter, je vais pas donner un prix avec un chiffre exact, tout simplement parce qu'il change assez souvent. Et en général, vous pouvez bénéficier d'offres de réduction toute l'année, donc vous donner un prix exact aujourd'hui, ce serait probablement un prix erroné dans un mois. En revanche, ce que je peux faire et ce que je vais faire, c'est qualifier le prix, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à un prix qui est très compétitif, un prix qui est plutôt correct ou un prix qui est élevé.
Avant de passer au classement, je tenais à vous dire quelque chose d'assez important. Comme je l'ai dit, ce classement, ce que j'ai fait pour le faire, c'est que j'ai produit la synthèse en fait des études qui avaient été réalisées de manière indépendante. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le VPN qui est classé en première position n'est pas nécessairement le meilleur des meilleurs VPN aux yeux de tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une part de subjectivité. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Pour moi, la protection de la vie privée et des données personnelles, du fait notamment de mon parcours professionnel, je vois que c'est beaucoup plus important dans mon quotidien que le fait d'avoir une hyper bonne connexion. Donc si j'ai une très bonne connexion et une très bonne protection de mes données personnelles, c'est plus important pour moi que d'avoir une excellente connexion mais une moins bonne protection de mes données personnelles. Donc vous, si clairement par exemple vous vous en fichez que vos données personnelles soient collectées par un éditeur de VPN, bah vous pouvez très bien choisir un autre VPN qui est très bon mais qui n'est pas nécessairement celui qui est en première place. Celui qui est en première place, pour moi, c'est celui qui a le meilleur rapport bénéfice-coût sur tous les paramètres qui ont été comparés les uns avec les autres. Pour être totalement impartial, il me semble que c'est quand même une information importante à vous délivrer. Maintenant que c'est dit, on peut passer au classement des 5 meilleurs VPN. En 5e position, on trouve le VPN Private Internet Access. Alors ce VPN comptabilise 3320 serveurs et couvre 45 pays. On peut s'y connecter avec 10 appareils en même temps, ce qui est plutôt intéressant. Son interface, elle est simple, elle est intuitive, honnêtement pas de souci pour s'en servir, donc un gros plus là encore. Concernant le protocole, ce VPN utilise le protocole WireGuard, donc en termes de cryptage de données, comme on l'a expliqué, c'est super. Malheureusement, en termes de données personnelles, bah là c'est plutôt nul. En termes de vitesse, il a une vitesse qui est tout à fait correcte, elle est même plutôt bonne. Malheureusement, c'est la plus faible des vitesses par rapport aux autres VPN qui vont être présentés. C'est un VPN qui en temps normal contourne bien la censure, sauf en Chine malheureusement, et les pare-feux. En termes de restrictions géographiques, alors là c'est assez étonnant. Autant parfois il les contourne très bien, autant parfois non, et il n'y a pas forcément d'explication. L'éditeur affiche avoir une politique zéro log, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter avec un login et un mot de passe, donc ce qui est plutôt pas mal puisqu'il n'y a pas de collecte de données personnelles, mais comme on l'a vu, le VPN utilise le protocole WireGuard, donc même s'il a une politique zéro log, je peux vous assurer que l'éditeur collecte quand même des données personnelles sur vous. En termes de prix, c'est un prix qui est plutôt compétitif. Il contient un bloqueur de pub intégré, ce qui est vraiment utile, et possède une période d'essai de 30 jours, ce qui permet de se faire un avis. Enfin, en termes de compatibilité, rien à redire, il est compatible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Passons maintenant aux points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est le support client. Visiblement, selon certains forums informatiques et Reddit notamment, le support client de Private Internet Access est plus ou moins réactif, parfois pas réactif du tout, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs ont affirmé avoir fait des demandes qui n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais trouvé de réponse. Un autre point négatif, comme je l'ai dit, c'est que le VPN ne fonctionne pas en Chine, donc il ne permet pas de contourner la censure en Chine, mais visiblement il ne fonctionnerait pas non plus en Turquie. Alors ça, je le dis avec des pincettes, c'est-à-dire que je préfère le mettre dans les points négatifs si jamais c'est vraiment avéré, mais visiblement il y en a qui arrivent à l'utiliser. Donc je sais pas, honnêtement moi je l'ai pas utilisé personnellement et je suis pas allé en Turquie, donc je peux pas vous dire. Mais je pense qu'il vaut mieux l'avoir en tête quand même. Et enfin, un point qui en fait n'est pas vraiment un point négatif mais plutôt un axe d'amélioration pour le VPN, c'est le fait que les restrictions géographiques, comme je l'ai dit, parfois elles sont contournées, parfois non, mais on ne sait pas pourquoi il y a cette disparité. Donc l'idéal serait peut-être de patcher ça et de faire en sorte que la restriction géographique soit tout le temps contournée. Donc voilà, PIA en soi c'est plutôt un très bon VPN, c'est pourquoi il est dans ce classement. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'utiliserais parce que comme je vous l'ai dit, il utilise WireGuard. À partir de ce moment-là, il collecte nécessairement des données personnelles et des éléments de votre vie privée, donc moi personnellement ça ne me correspond pas. Mais quelqu'un qui en a rien à faire qu'un éditeur utilise ces informations peut tout à fait y avoir recours. Encore une fois, en termes de sécurité vis-à-vis des pirates informatiques, c'est un bon VPN, y a rien à redire. En 4e position, on trouve CyberGhost. CyberGhost est un VPN avec 6300 serveurs qui couvrent plus de 90 pays. On peut y connecter 7 appareils de façon simultanée et l'interface elle est très intuitive, elle recommande les serveurs en fonction de l'activité qu'on souhaite en faire, par exemple du torrenting, du streaming, etc. Donc pour ça, pour moi c'est un gros point positif. Le protocole utilisé là aussi c'est WireGuard, donc comme tout à l'heure, la sécurité en termes de cryptage des données est super, mais voilà, en termes de données personnelles c'est naze. En termes de vitesse, c'est un très bon VPN puisque la vitesse est très bonne. Malheureusement, pourtant, parfois il y a des ralentissements qui sont inopinés, on sait absolument pas pourquoi. Il y a même un article de presse qui est sorti à ce
sujet à propos du fait que même l'éditeur ne savait pas expliquer pourquoi du jour au lendemain, parfois la connexion chutait de moitié. Donc de base, elle est très bonne, mais s'il y a des ralentissements inopinés comme ça, pour moi, c'est pas top. C'est un VPN qui contourne bien la censure, pour ça, il n'y a pas de souci. Du côté des pare-feux, il les contourne bien en général, mais pas tous. En termes de restrictions géographiques, pas de souci, il les contourne sans problème. Encore une fois, c'est un éditeur qui prétend avoir une politique zéro log, donc il n'y a pas besoin de se loguer avec son adresse email et un mot de passe, mais bon, étant donné qu'ils utilisent WireGuard, le protocole, encore une fois, il récolte nécessairement des données personnelles sur vous. Le support technique ou service client est très réactif, il suffit d'ouvrir un ticket directement sur le site et on a une réponse en 4 heures en moyenne, ce qui est très rapide. C'est un VPN qui affiche un prix très compétitif et sa compatibilité est très grande puisqu'il est compatible sur Windows, macOS, Android, Linux et iOS. Au niveau des points négatifs, malheureusement, c'est un VPN qui ne fonctionne pas en Chine. Il ne contient pas non plus de bloqueur de pub intégré et sa période d'essai est très courte puisqu'elle est d'1 jour. En conclusion, c'est un très bon VPN, ce pourquoi il est dans ce classement. En termes de cryptage des données, étant donné qu'il utilise un protocole solide, il n'y a clairement pas de souci à se faire. Si vous n'avez pas de souci à ce que vos données personnelles soient collectées, là encore, vous pouvez y aller, son prix est très compétitif, je le rappelle encore une fois. Troisième position, c'est le VPN Surfshark. Alors ce VPN comptabilise 3200 serveurs, dont des serveurs qui sont basés en Russie, et il faut noter que c'est le seul VPN à le faire. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je m'exprime, c'est le seul à le faire. Il couvre 65 pays et le nombre d'appareils qu'on peut y connecter simultanément sont illimités. Et pour le coup, là encore, c'est le seul à le faire. L'interface, il n'y a rien à dire, elle est très intuitive, elle est très simple, donc pas de souci de ce côté-là. La particularité de ce VPN, c'est qu'il va utiliser, ou du moins il va vous proposer plusieurs protocoles. On va avoir WireGuard, OpenVPN, ShadowSox qui est un protocole développé et optimisé pour Android, et iKey EV2. La vitesse, elle est vraiment excellente, mais visiblement, elle serait excellente que sur les serveurs proches. Mais en tout cas, si vous prenez un serveur qui est proche de chez vous, clairement, il n'y a rien à redire. C'est un VPN qui contourne la censure et les pare-feux sans aucun souci, et il contourne aussi bien les restrictions géographiques. Il contient un bloqueur de pub intégré et il a une politique zéro log stricte. Donc il n'y a vraiment aucune donnée personnelle qui va être collectée. Attention, encore une fois, sauf si vous utilisez le protocole WireGuard qu'il propose. Donc mon conseil serait, si vous l'utilisez, de plutôt opter pour OpenVPN. En termes de support technique, service client, il est excellent. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je tiens à dire que ce n'est pas un robot, mais une vraie personne du staff qui vous répond. Donc c'est pas un chatbot, c'est quelque chose de très positif de savoir qu'on a quelqu'un de physique en réel à qui on s'adresse. En termes de prix, c'est un VPN qui se situe dans la moyenne, mais par contre c'est le VPN le moins cher si on prend l'abonnement sur 2 ans. Encore une fois, il y a une large compatibilité avec la possibilité de l'intégrer sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Au niveau des points négatifs, alors là c'est pas vraiment un point négatif, mais encore une fois ça va être un axe d'amélioration, c'est que comme je t'ai dit, Surfshark est connu pour avoir une excellente vitesse. Malheureusement, cette excellente vitesse est uniquement réservée aux serveurs les plus proches de notre localisation. Donc un axe d'amélioration serait d'améliorer la vitesse sur l'ensemble des serveurs tout simplement. Après, pour monsieur tout le monde, ça devrait pas le gêner s'il regarde Netflix ou autre, honnêtement ça devrait passer sans aucun souci, mais pour les streamers, ils sont obligés nécessairement de prendre un serveur qui est proche de leur localisation. Donc voilà, en conclusion, Surfshark a énormément de points positifs pour très peu d'inconvénients, donc clairement c'est un excellent VPN qui mérite largement sa place dans le classement. En deuxième position, c'est le VPN ExpressVPN. Alors c'est un VPN qui comptabilise plus de 3000 serveurs et est présent dans 94 pays. On peut y connecter 6 appareils de manière simultanée et son interface est intuitive, simple, sobre, bref, rien à redire. D'un point de vue du protocole, alors là, on va avoir un protocole totalement nouveau, c'est le protocole Lightway qui ne se base du coup sur aucun protocole existant, il a été totalement créé par ExpressVPN. Le code source du protocole est relativement court et il assure un chiffrement qui est très poussé puisqu'il s'inspire de WolfSSL. En termes du niveau de cryptage des données, Lightway est censé être à minima aussi efficace que WireGuard. En tout cas, dans les tests, visiblement, il s'en sort avec une très bonne note. En termes de vitesse, là encore, c'est un énorme point fort puisqu'il a une excellente vitesse, surtout en débit ascendant. Donc, ce qui veut dire que c'est excellent pour les gens qui font du streaming. Donc, si vous êtes streamer Twitch, YouTube ou que vous êtes même YouTuber, si vous faites des vidéos, et bah c'est un très bon choix. Il contourne la censure sans aucun problème, les pare-feux pareil et les restrictions géographiques pareil. Il a une politique zéro log qui est stricte et son support client est très réactif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là encore une fois, c'est une vraie personne et pas un robot. La compatibilité est large puisqu'il est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Côté point négatif, le premier d'entre eux, c'est le fait qu'il ne dispose pas de serveur en Russie. On peut se dire que c'est dommage puisque Surfshark, qui est un VPN un petit peu moins complet, lui dispose de serveurs en Russie comme on l'a vu. Un autre point négatif, c'est son prix. ExpressVPN est environ 2 fois plus cher que
que les autres VPN présents sur le marché en moyenne. Un autre point négatif aussi, c'est l'absence de bloqueur de pub intégré, ce qui est dommage. Quand on paye cher un VPN, pour moi la moindre des choses c'est quand même d'avoir des services en plus. Et enfin, le clou du spectacle, c'est qu'il n'y a pas de période d'essai, donc on ne peut pas le tester pour savoir s'il nous correspond ou non. En dehors de ces points négatifs qui sont assez relatifs, c'est un excellent VPN qui arrivera à satisfaire aussi bien les personnes qui cherchent à contourner la censure, à faire du streaming, à regarder Netflix, bref, c'est vraiment un VPN polyvalent et de grande qualité. En première position, on retrouve le fameux NordVPN. Alors oui, ça peut paraître étonnant que NordVPN soit en première position, notamment du fait de l'image qui est associée à ce VPN. Parce que quand on voit ce VPN, honnêtement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh là là, chez eux, tout est dans la publicité, il n'y a pas forcément de qualité derrière, ils payent des youtubeurs pour parler de NordVPN tout le temps, spammer leurs produits, mais on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, etc. Donc bref, je sais très bien quelle image est associée à NordVPN, mais je vais vous expliquer pourquoi ce VPN mérite sa place en première position. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez NordVPN? Alors, NordVPN, c'est déjà plus de 5400 serveurs qui couvrent 59 pays. On peut y connecter 6 appareils de manière simultanée, ce qui est pas mal. L'interface utilisateur, pour moi, clairement, c'est la meilleure. Elle est sobre, elle est simple. Moi, je trouve qu'en termes d'UX design, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Donc forcément, l'expérience client, en tout cas à mes yeux, elle est forcément très positive. En termes de protocole, NordVPN utilise son propre protocole NordLynx. Alors le protocole NordLynx s'affiche comme étant une amélioration considérable du protocole WireGuard, et ça sur deux aspects. On sait qu'en termes de cryptage de données, WireGuard était déjà excellent. NordLynx va encore plus loin pour optimiser encore plus les résultats, et visiblement au niveau des tests, c'est confirmé. Donc le cryptage de données a été encore plus renforcé. À côté de ça, NordVPN a eu à cœur de s'inspirer des faiblesses de WireGuard, notamment en termes de protection de la vie privée et de la sécurité des données personnelles. Ce pourquoi ils ont développé un protocole qui, lui, attribue une IP non pas statique comme le faisait WireGuard, mais une adresse IP dynamique. En termes de vitesse, pareil, c'est un excellent VPN, moi je l'utilise et je vois pas de différence entre quand le VPN est actif et quand il ne l'est pas. Ma bande passante est excellente, je bénéficie de toute ma connexion. Pour moi, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, il est excellent. NordVPN a une politique zéro log stricte, donc encore une fois, pas besoin de se connecter, pas besoin de fournir des données personnelles, donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Le service client est assez réactif, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, donc là c'est un live chat qui est géré par un chatbot, sinon il faut les contacter directement par email et la réponse se fait en 24 heures. Par contre, vis-à-vis du chatbot, je pense qu'ils utilisent un algorithme de machine learning qui est assez poussé parce que honnêtement, j'ai quand même posé des questions des fois qui étaient un petit peu touchy, je me suis dit que j'allais pas obtenir de réponse et le chatbot a réussi à me répondre. Donc clairement, ça c'est quelque chose de très positif. Autre point positif, c'est sa période d'essai qui est de 30 jours, donc pour moi c'est quand même un délai qui est très raisonnable pour se faire un avis sur le fait de vouloir continuer ou non avec ce VPN. Le prix est largement dans la moyenne, donc c'est quelque chose, encore une fois, de positif. Encore une fois, en termes de compatibilité, elle est large. On retrouve Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Alors, au niveau des points négatifs. Le premier point négatif, c'est l'absence de serveurs en Russie, ce que je trouve dommage pour un VPN de ce calibre, de cette qualité-là. C'est dommage qu'il n'ait pas su développer de serveurs dans ce pays-là. Un autre point négatif, c'est le fait qu'il ne couvre que 59 pays, là où d'autres VPN beaucoup moins performants ont réussi à s'étendre de manière beaucoup plus importante. Enfin, le troisième point négatif, et je fais exprès du coup de le citer en dernier lieu, finalement, c'est le scandale lié au hacking. En effet, la société NordVPN a fait l'objet d'un hacking il y a quelques années, ce qui a terni sa réputation. D'ailleurs, nombre de personnes se sont moquées d'eux du fait que c'est une entreprise qui est basée dans la cybersécurité et qui fait l'objet d'un hacking, donc finalement c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Alors encore une fois, moi je suis là pour être totalement objectif, et ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui ont descendu NordVPN du fait qu'ils ont fait l'objet d'un hacking sont souvent des personnes en réalité qui ne connaissent rien au domaine de la cybersécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la cybersécurité, il y a deux choses, il y a la protection et il y a les failles. La protection, elle arrive toujours après les failles, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a découvert une faille que la protection arrive. C'est comme pour les antivirus, c'est exactement la même chose. Et en réalité, NordVPN ont fait l'objet d'un hack vis-à-vis d'une faille que eux-mêmes ne connaissaient pas et qui était d'ailleurs très peu connue sur le marché. En réalité, le débat, c'est pas celui d'être infaillible ou non vis-à-vis d'une faille, parce que je vous le dis, vous pouvez prendre la meilleure entreprise en termes de cybersécurité, il y aura quand même des failles. Vous prenez Cisco par exemple, qui est très connu dans ce domaine, eh ben il y a des failles. En réalité, pour avoir un regard objectif et tout simplement faire preuve d'honnêteté intellectuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la vraie question à se poser, c'est de savoir si l'éditeur qui a fait l'objet d'une faille de sécurité a-t-il mis en place tout de suite derrière les sécurités nécessaires pour ne plus que ça arrive.
Et la réaction de NordVPN ne s'est pas fait attendre puisqu'ils ont réagi en moins de 4 heures. Donc encore une fois, moi je suis pas là pour défendre NordVPN, j'essaie juste d'apporter un petit peu de rationalité dans ce débat. Je sais notamment que le youtubeur Micode a fait une vidéo sur NordVPN qui contient pas mal de vérités, clairement il faut le dire. Sa vidéo porte un certain nombre de sujets à l'attention des gens que je trouve intéressants, notamment le fait que je trouve que NordVPN a une politique marketing beaucoup trop agressive. On les voit quasiment chez tous les gros youtubeurs, ils veulent nous vendre leurs produits à tout prix et ça c'est quelque chose de très désagréable, ce que je trouve dommage puisqu'au final ils se tirent une propre balle dans le pied. Et pour moi, ce marketing agressif devrait être revu en interne. En revanche, là où je suis pas totalement d'accord avec Micode, c'est le fait qu'il relativise énormément l'utilité du VPN, ce qui est faux puisqu'un VPN, clairement, c'est utile. Et j'aurais été curieux de savoir s'il aurait fait la même remarque vis-à-vis des antivirus, puisque les critiques qu'il fait, on peut les adresser de la même manière à un antivirus, et je suis convaincu qu'il utilise un antivirus. Encore une fois, moi je suis pas là pour faire la promotion en particulier de NordVPN, je suis pas là pour vous pousser à l'achat de NordVPN, mais c'est vrai que quand on présente un produit ou à l'inverse quand on descend un produit, moi ce que j'aime c'est qu'on le fasse de manière neutre. Donc voilà, clairement je vous le dis, aujourd'hui NordVPN est un excellent VPN, en termes de R&D ils sont parmi les plus avancés. Il y aura peut-être encore des couacs dans l'avenir, mais les couacs qui leur arrivent, je peux vous assurer qu'ils arriveront à d'autres. Donc on peut pas les blâmer pour ça. Encore une fois, le plus important c'est de savoir est-ce que derrière ils vont savoir tirer les leçons de ces mésaventures pour pouvoir proposer quelque chose de plus optimisé. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur le VPN que vous comptez choisir. C'est vrai que la vidéo est un petit peu longue, mais j'ai du mal à concevoir comment on peut choisir un VPN sans même savoir ce qu'est un protocole et ce que ça implique derrière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, moi ça m'aide énormément pour le référencement, mais ça me fait aussi plaisir de voir que mon contenu est regardé et aussi apprécié. Si vous avez des remarques à faire, des choses que vous voulez préciser, peut-être même m'apprendre des choses que j'ai pas dites dans cette vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.